de Genève, il n'a rien fait de mal. Évidemment, l'image est très forte, mais ce type venait d'égorger 3 officiers vietnamiens. Donc voilà. Donc les photos, effectivement, on peut les lire de différentes façons quand on ne connaît pas l'histoire. C'est toujours un petit peu compliqué. Moi, je connaissais bien le général Lohan. J'étais à Cholon pendant l'offensive. C'était plutôt un type bien. Il avait un sale caractère, mais c'était plutôt un type bien. En tout cas, il croyait à ce qu'il faisait. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec sa cause. Ça, c'est autre chose. Mais le général Lohan était un Vietnamien du Sud, anti-communiste, et il se battait en pensant sérieusement que le communisme était un danger pour son pays. Il a été obligé de fuir à la fin de la guerre. Il avait perdu une jambe pendant les combats à Saigon. Et quand je l'ai retrouvé, effectivement, à cause de cette photo, les Américains lui disaient « On veut bien t'accueillir aux États-Unis, mais tu restes discret ». Et plus discret, c'est impossible. Il était serveur dans une pizzeria bidon qui s'appelait Aux Quatre Vents. On l'a retrouvé avec un tablier avec une pizza dessinée dessus. Et je me suis assis, il ne m'a pas reconnu évidemment. Et il avait refusé d'être filmé. Et avec Arnaud Hamelin, on avait décidé de le planquer et que je vienne avec une caméra cachée. Et quand je l'ai vu arriver, où il m'a pris ma commande, c'était pas possible pour moi de le trahir, de faire cette caméra cachée. Donc je me suis présenté, je lui ai monté la caméra et je lui ai dit c'est nous qui t'avons appelé, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, etc. Et mon général, est-ce que vous êtes prêt à parler? Donc il ne voulait pas parler, mais il nous a quand même raconté pourquoi il ne voulait pas demander de l'aide aux États-Unis, pourquoi il restait aux États-Unis malgré tout. D'abord parce qu'au Vietnam il aurait eu de sérieux problèmes, et en plus il restait aux États-Unis parce que sa fille, il voulait qu'elle finisse ses études. Mais ce qui était formidable dans le film, dans l'histoire, c'est qu'à la fin, là, il faut imaginer, c'est une zone industrielle dans la banlieue de Washington l'hiver. Il y a une brume, c'est éclairé sur le parking par des lampadaires géants en orange. C'est sinistre. Il n'y a aucun client à part nous dans la pizzeria qui est une espèce de hangar. Et il sort de la pizzeria à minuit. On le filme. Il y a une vieille voiture américaine qui arrive. Et là, il y a un vieil Américain qui sort de la voiture et qui l'aide à monter dans la voiture. Et je discute avec l'Américain, c'est un général à la retraite, qui était son équivalent pendant la guerre du Vietnam, et ils sont restés amis jusqu'au bout. Et Eddie Adams disait, j'ai toujours regretté d'avoir fait cette photo. Elle ne montre pas la vraie image de Lohan. J'aurais pas dû la faire. Voilà, c'est une grande photo, mais... Alors, il y a eu un film, hein, cette exécution est filmée, et c'est marrant parce que le film a beaucoup moins d'impact que la photo. Personne ne se souvient du film, tout le monde se souvient de la photo. Oui. De la même manière que Nick Hutt, pareil. Oui. Ouais, donc voilà. Merci Patrick. Des questions? Non? Alain? Pas de questions? Bonjour. Est-ce que aujourd'hui les photographes de guerre sont... Est-ce que... j'essaye de me la formuler dans la tête. Est-ce que c'est des victimes potentielles ou pas? Est-ce que c'est des cibles? Oui, sont des cibles de kidnapping, de se faire tirer dessus. Beaucoup plus qu'avant, je pense, en tout cas pour le kidnapping. Il y a des régions entières où on ne peut pas aller. En Syrie, on ne peut quasiment pas aller. Enfin, occidentaux. Oui, c'est beaucoup. Oui, les journalistes, les journalistes de radio, de caméraman, tout le monde. Oui. Il y a des endroits qui nous sont totalement interdits, bien sûr. D'ailleurs, la carte du monde se réduit. Mais pourquoi ça l'est plus qu'avant? Pourquoi aujourd'hui ça l'est plus qu'avant? Moi, je sais pas. Je pense que ça peut s'analyser par le fait que les journalistes ont. Il y a plusieurs attitudes quand vous êtes avec une armée régulière ou quand vous êtes avec des rebelles. Chaque camp va essayer d'utiliser au meilleur, le journaliste ou le photographe pour se montrer sous le meilleur aspect, pour expliquer sa cause aussi, parce qu'ils ne sont pas naïfs, ils savent que si vous êtes là, il va y avoir un impact, le monde va le savoir, ça va donner souvent un éclairage sur votre guérilla ou votre pays, ça va montrer aussi votre drame personnel,
Et puis, je pense que le danger s'est accéléré justement à cause de l'accélération du rythme médiatique. C'est-à-dire que comme il y a une diffusion planétaire, par exemple un kidnapping ou comme fait Daesh aujourd'hui, d'égorger un journaliste, tout de suite ça a un impact dans le monde occidental. Voilà. Donc le journaliste devient de plus en plus une cible. Il est là on peut l'utiliser, on essaie de l'utiliser comme on veut, mais on s'aperçoit que le tuer aussi, ça peut donner un éclairage sur nous, et puis ça peut envoyer un message. Alors que dans le cadre de Daesh, c'est vraiment la position extrême où là on est en rupture totale avec toutes les lois, etc. Et on se retrouve plus dans une forme qui est proche, je dirais peut-être des nazis ou si on peut comparer dans l'histoire, il n'y a plus aucune limite. Donc évidemment, le journaliste, là, va servir de propagande. Et la mise à mort du journaliste devient une propagande. Voilà. Bonsoir. Je vois qu'on a vu beaucoup de photos de l'armée américaine. Je voulais savoir, de par votre expérience, quelle était l'attitude de l'armée française. Alors pas forcément... enfin plutôt contemporaine. On a vu, il y a Édouard Elias qui a fait un reportage sur la Légion française très récemment, mais c'est des images, on se rend compte en fait, qui sont assez rares. Donc voilà, quelle était, de par votre expérience et de par votre parcours, vos rapports avec l'armée française, et de voir quel était son rapport, elle, avec les journalistes et surtout les photoreporters. Alors, moi, je vais vous parler, je laisserai aussi certains de mes collègues répondre aussi là-dessus. Je vais vous parler en tant que reporter et en tant qu'éditeur. Il est clair qu'on a beaucoup plus de problèmes d'accès avec l'armée française qu'avec l'armée américaine et avec l'armée britannique. C'est-à-dire que le problème, à mon avis, de l'armée française remonte à la guerre d'Algérie, à la rupture qui a existé dans la société française entre le peuple, entre guillemets, et son armée. La méfiance des militaires vis-à-vis des journalistes, elle existe, à mon avis, depuis cette époque-là. Non pas que les journalistes aient servi, je dirais, pour dénoncer des méfaits des militaires ou des exactions, mais plutôt parce que les journalistes étaient connotés comme étant de gauche et que l'armée y voyait finalement je dirais, un bloc sulfureux à qui on ne pouvait pas faire confiance. Il faut aujourd'hui, dans la question de nos rapports avec l'armée, je vous citerai l'ancien chef d'état-major des armées, le général Georges Gelin, avec qui je me suis entretenu il n'y a pas longtemps justement sur ces thématiques-là, qui disait, pour moi, un bon journaliste, il doit d'abord avoir été soldat. Bon, je vous parle du SEMA, enfin du chef d'état-major des armées, qui était en charge de l'armée française en Afghanistan, hein, quand même. Hein, donc c'est pas si loin que ça. Donc la conception du journaliste, quand même, chez certains militaires, est quand même assez délicate. Ça existait. Comment ? La guerre d'Indochine, ça existait. Oui, il y a eu un âge d'or, donc on pourrait aussi parler. Je comprends que le général dise ça, il a dû se dire qu'il y avait quand même une belle époque. Non, c'est vrai que la guerre d'Algérie, surtout la guerre en Indochine, il y a eu les photographes de match. Je parle des photographes de match, je ne sais pas trop comment ça se passait ailleurs, mais en tout cas, les photographes de match faisaient des séjours en Indochine et étaient carrément incorporés avec l'armée française. Et d'ailleurs, ça nous a même posé des problèmes 50 ans plus tard, parce qu'à un moment donné, il y a des archives de photos des armées qui s'appellent le CPAD, qui avaient revendiqué des films, des photos qui avaient été faites par nos propres reporters. Par exemple, Daniel Camus, qui a fait Bien Bien Phu, qui a subi le siège de Bien Bien Phu. Et voilà, ça s'est même fini presque en procès, hein. Mais après, ça s'est arrangé à l'amiable. Mais voilà, donc il y a une époque où les photographes de match, guerre d'Indochine et un peu aussi pendant la guerre d'Algérie, ont pratiquement d'ailleurs tous fait au moins un séjour en Algérie et beaucoup en Indochine, étaient en tout cas avec l'armée. Ils étaient habillés en militaire, ils étaient un peu comme au Vietnam. Donc je comprends ce que le général voulait refaire. Et pour conclure, le problème de l'armée française, il tente un petit peu, je dirais, à se résorber aujourd'hui, puisque vous parliez du sujet d'Édouard Elias sur la Légion. Et encore, c'est particulier la Légion, hein. Même au niveau de la communication, c'est très particulier. Mais en tout cas,
Le problème du rapport des journalistes et de l'armée, c'est un problème de codification. C'est-à-dire que les Américains, les Anglais, les Allemands ont ce qu'ils appellent des ground rules. C'est-à-dire vous signez un truc, et puis après vous êtes avec l'unité. Alors on peut dire, oui, on ne va pas vous montrer tout le champ de bataille, vous êtes avec une unité, on peut vous cacher des choses, etc. Moi je sais que mes expériences d'embed, quand il se passe quelque chose avec l'unité, vous êtes aussi avec. Et quand vous êtes plongé dans des chaos comme à Bagdad, moi j'ai été en 2006-2007, il peut se passer des choses, il se passe des choses autour de vous, et c'est difficile pour l'officier, ce qu'on appelle le public affaires officer, c'est-à-dire votre interlocuteur, de vous cacher des cadavres d'exécution dans les rues. À l'époque, c'était les sunnites qui se faisaient exécuter par les miliciens chiites, et puis les Américains qui arrivaient au petit matin, qui voyaient ça. Voilà, et c'était des dizaines de corps tous les jours. Donc ça, c'est difficile de vous le cacher. Donc à partir du moment où la guerre prend un tour dramatique, comme le cas de l'Amérique en Irak et en Afghanistan, le principe de l'embedment devient intéressant aussi pour le journaliste, puisque on assiste, on est aux premières loges, et puis on peut aussi être blessé. C'est arrivé à beaucoup de mes confrères en opération comme les soldats. Donc le problème de la France, c'est cette codification qui est encore mal faite, même si ça s'est beaucoup amélioré. Et cette méfiance latente qui reste du militaire pour le journaliste. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas, que vous avez vu en Irak. En Irak, on a vu des soldats morts par terre, enfin, les soldats américains. Oui, alors ça, c'est la diffusion de l'image après. Ça, Alvaro pourrait peut-être en parler. France, quand sur la censure, c'est-à-dire le fait de montrer un corps d'un soldat, pose toujours des problèmes. Je sais que le New York Times, à une époque, s'était fait retirer son accréditation dans toutes ses embeds à Bagdad et dans tout l'Irak à cause d'une photo d'un soldat blessé qui, entre le moment de sa parution et le moment que les parents du soldat ont vu en une du New York Times, est décédé. Donc les parents ont vu leur fils décédé au moment où il était blessé en une du New York Times. Ça a provoqué énormément de problèmes et les lois de l'embedment se sont restreintes. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette période où tout à coup on ouvre les vannes et puis on les cadenasse à nouveau. C'est toujours un mouvement de va-et-vient. Voilà. Bonsoir. Je voulais poser la question parce qu'il y a eu plusieurs exemples montrés dans les photos que vous nous avez présentées. N'y a-t-il pas un risque ou même un danger avec l'instantané qui caractérise les photos de faire plus de la désinformation que de l'information, qu'elle soit souhaitée avec la propagande ou qu'elle ne soit pas souhaitée avec par exemple l'exemple du soldat noir qui se dirige vers son ami entre guillemets, ce qui est la première chose qu'on voit, ou d'autres choses qu'on ne sait pas a priori mais qu'on peut penser. Et du coup, ça déforme finalement la réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, vous pouvez peut-être répondre, Valérie, sur notamment sur la période contemporaine, puisque la manipulation de l'image, au moment où on parle, là, il y a des tas d'images de Syrie ou d'ailleurs qui sont diffusées et qui sont manipulées, qui sont... voilà. Ça, en fait, c'est pas uniquement... Il y a la dimension de l'instantané qui reste importante parce qu'on a besoin d'images pour couvrir finalement l'actu, donc des images on the spot, comme on dit, d'être là au bon moment et de déclencher l'appareil, ça reste nécessaire. Après, ce que vous évoquez, c'est vraiment la façon dont on interprète l'image. Et puis toute l'image, c'est très faux de dire que l'image, on peut la lire facilement. C'est complètement faux. Une image, c'est vraiment polysémie, c'est-à-dire plusieurs sens. Et chaque personne qui regarde une image, elle peut un peu l'interpréter à sa façon. Donc la difficulté, c'est aussi de dire que le numérique a amené plus de manipulation de l'image. Je ne suis pas certaine. Avec l'argentique, on pouvait déjà faire énormément de choses. Les grands régimes communistes en Russie, en Chine, il y a eu c'est déjà un exemple, exactement, l'histoire de la montre, etc. Donc ça a toujours été présent. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est la capacité d'ouvrir le débat. Et quand une image, que ce soit une image instantanée ou une image posée, on peut avoir exactement le même problème. C'est vraiment la capacité d'ouvrir finalement, de laisser, soit que ce soit un rédacteur qui justifie une image, soit que ce soit un photographe qui soit amené à commenter
pourquoi il a fait cette image, ou de laisser la place à un débat. Alors, la photo d'Eylan, elle a commencé un débat. Je pense que si Kevin Carter avait vraiment eu, celui qui a pris la photo de la petite fille / garçon avec le vautour derrière, s'il avait vraiment eu l'occasion d'expliquer aussi comment il avait fait cette image, peut-être les choses auraient été différentes. Il y a des initiatives très intéressantes qui sont faites, je crois le Guardian, hein, donc un journal de référence en Angleterre, qui a fait plusieurs reportages où ils ont pris des grandes icônes de guerre et ils ont demandé aux photographes qui les avaient faites de commenter non pas ce qu'on voit sur l'image, mais de pourquoi et comment ils ont fait l'image. Et ça, je pense, c'est des initiatives très intéressantes parce que la photographie, à partir du moment où elle arrive dans l'espace public, elle appartient plus au photographe et elle appartient plus au journal qui la publie. Et elle va probablement créer un débat, et il faut que ce débat il soit dans les deux sens. Donc créer plus d'espace pour qu'on puisse commenter et interpréter ces images, c'est plus le but d'un photomagazine, hein, qui a un espace limité, mais c'est vraiment voilà, je n'ai pas de solution à ça, mais je pense que la question de l'interprétation, elle est multiple, et elle montre à quel point la récupération peut être problématique. Bonsoir. Moi, j'ai commencé à faire la photo de l'époque où un peu la sagesse de Gene Smith était très courante, où on croyait qu'une photo va changer l'homme, qu'on allait arrêter les guerres avec la photographie, etc. Aujourd'hui, je suis très sceptique. Je suis content de voir la réaction suite à cette photo d'Eylan, parce que ça rejustifie un peu ces images, mais ce qui m'inquiète, c'est les montagnes d'images qui sont faites aujourd'hui, et si nous ne devenons pas un peu, quel est le mot, insensibles à ces images. La photo de Nick Ut, c'était très tard dans la guerre du Vietnam. Et en fait, je crois, étant américain, je peux vous dire que une question très importante à l'époque, c'était que la conscription des militaires, c'était tout le monde y allait. Donc c'était pas seulement les classes en dessous la moyenne comme aujourd'hui, c'était aussi la classe moyenne, et du coup les décideurs du pays, leurs enfants se faisaient massacrer comme les autres. Donc ça a été un choc pour toute la population. Et justement, la photo de Kevin Carter, on a souvent entendu la remarque que c'est l'Afrique, donc en Europe ou en Occident. Donc ce qui m'intéresse, il y a un peu cette préparation psychologique que ces photos y portent, mais je ne suis pas convaincu que c'est des photos elles-mêmes qui ont un impact suffisant pour... elles provoquent, comme vous venez de dire, elles provoquent la discussion, ils ouvrent le débat peut-être. Ce qui est déjà énorme, parce qu'on pense sur la photo d'Alain, on voit ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Cette photo a été tout de suite prise par la population de ces réseaux. Cette photo a été transformée tout de suite en dessin, en multitude. Elle a été reprise, mais pas parce qu'il y avait une émotion. On a encore vu combien de fois depuis la semaine dernière des photographes qui disent mais attends, on a vu depuis des mois, on voit des images beaucoup plus dures. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais pas sans parler des photos gore, hein, des photos poignantes. On en voit beaucoup par jour, hein, des photos, je disais à peu près. Ouais. Je peux vous assurer qu'une photo, que ce soit n'importe quel service photo, là, on a encore l'œil, même si on en voit beaucoup, on la capte. Je vois cette photo, elle est arrivée, au moment où elle est arrivée, mais ça n'a pas fait un pli, quoi. Puis après, les questions, faut-il la passer? On ne s'est même pas posé la question. On l'a passée tout de suite. Je veux dire, là, c'est un autre débat. Ce genre de photos, on les capte tout de suite, même si elles sont mélangées à des milliers d'autres photos. Je veux dire, ce sont des photos
on le sent tout de suite, elle est rentrée dans l'histoire de la photo. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on parlera de cette photo, comme la Madone en Algérie, de cette femme qui se trouve là. C'est les photos qui, ça y est, elles sont rentrées. Après, ce qui est fantastique, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est la manipulation de cette photo par les gens qui la transforment, qui vont la mettre sur des t-shirts, qui vont en faire des dessins, qui vont se l'approprier. Voilà, ils sont appropriés cette photo pour la diffuser. Mais le message, en tout cas, il est positif, parce que cette photo a fait le tour du monde en quelques minutes. Et je ne sais pas si elle va faire bouger les choses, mais en tout cas, elle a interpellé quand même pas mal de personnes, et surtout dans nos puissants, puisque le président de la République a même été intervenu par rapport à cette photo. Donc j'espère que ça va faire bouger les choses. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, j'espère qu'elle n'a pas été faite pour rien, en tout cas. Mais juste pour ajouter, cette photo, elle rassemble des critères que très peu d'autres photos sur les migrants ont rassemblés jusqu'à présent. Elle montre un enfant qui est seul, qui est mort, qui n'a aucune caractéristique ethnique qui permettrait de l'associer à un groupe ethnique et du coup d'entretenir un discours xénophobe tel qu'on en entend beaucoup sur les migrants. Et puis c'est une image non gore. Voilà. Et donc c'est cet ensemble de critères qui fait qu'instantanément on la reconnaît comme une photo opportuniste, enfin opportune dans le sens elle est parfaite. Elle va servir un discours beaucoup plus large que simplement la question d'un enfant mort ou la question des migrants. Et ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'images sur les migrants, mais il n'y en a eu aucune vraiment comme